Bonjour tout le monde, ici Radburger, j'espère que vous allez bien. Écoutez, dans le cadre de la campagne de Brigandine, d'Aikrig Eren que je fais sur la chaîne de Pilule Rouge, euh, les, euh, toutes les informations, je vais mettre ça en bas, en fait, qui sont en actual play. Il y a des gens qui me contactent des fois pour jaser, pour me poser des questions, pour nous dire, bon, qui aiment la campagne, et ça fait toujours énormément plaisir. Maintenant, une personne a communiqué avec nous, avec moi, et voulait en fait qu'on jase parce qu'on avait des atomes crochés au niveau de nos goûts et de nos références. Donc, ben voici, je lui ai proposé de tant qu'à jaser de jeu de rôle, ben faisons-le, mais enregistrons-le, et il a accepté avec allégresse et joie. Donc, je vous présente ce que ça a donné. Donc, voici, mesdames et messieurs, Lestat et moi dans notre petite conversation. J'espère que vous apprécierez le moment. Je vous souhaite une bonne écoute. Ben, bonjour Lestat, comment ça va? Salut Radburger, ça va très bien, écoute, hein. Écoute, Il est 20h30 chez moi, donc éreinté de mes gosses, mais sinon tout ah, va bien. ah oui, 20 ans. Ben oui, c'est ça. 5 heures hein, de différence. Donc, C'est ça. t'es dans quel coin? Je suis, tu vois Lyon, Oui. voilà, bah, je suis là-bas, OK. en OK, France. parfait. Donc, Oui, 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 exact. OK. Ben moi, vois-tu ici, il est 15h39 exactement. Fait que donc, vois-tu, lorsqu'on va terminer notre petite conversation, ben moi, je vais aller chercher les miens. Fait ah que, d'accord. Donc ouais, c'est ça. l'enfer commence pour toi dans quelques heures. Oui, ben écoute. Moi, vois-tu, un peu comme un peu comme des chiens, moi, ils s'amusent ensemble, ils sont rendus à cet âge-là, donc, Ouais, t'as de la chance, moi c'est pas encore le cas, hein, exact, c'est ça. C'est ce c'est qu'on décrit. disait. Ben, moi, c'est ça. J'ai ma petite, ma plus jeune de 3 ans et demi. Elle est très colleuse. Puis elle va venir faire le souper avec moi. Pendant ce temps-là, mes deux garçons, eux, vont sortir des bâtons de hockey. Ils vont aller jouer dans la rue euh, en attendant. Fait que c'est quand D'accord, même. donc ça va. Ouais, ouais, ouais. Je suis dans le bon. On s'avance vers le bon moment, là, vers le côté cool des enfants. Ouais, d'accord. Parce que là, moi, ils ont respectivement 2 ans et demi et les deux autres 6 mois. Donc, Youch! Ouais. je peux t'assurer que la fatigue est réelle, hein. Non, non, écoute, je te crois. Moi, j'ai juste des souvenirs de ça et je fais. Lâche pas. Lâche pas, courage, je suis avec toi. Merci, j'apprécie. Voilà. Ben écoute, le stade d'enfant, hein, moi je trouve ça intéressant parce que on a communiqué ensemble. En fait, tu as communiqué avec nous, ben avec moi, par rapport aux actual plays de Brigandine. Exact. Et à force de discuter, ben, je pense qu'on a des points communs dans dans nos goûts. Hein? Je pense que c'est un peu comme ça qu'on peut le dire. C'est indéniable, ouais, ouais, c'est pour ça que je vous ai contacté, hein. Ben, je suis content de savoir, parce que moi, écoute, je vais t'avouer que Brigandine, le monde d'Aikrig Eren, les six duchés et tout ça, c'est venu. En fait, c'est rare, hein, mais tu sais, en tant que rôliste, ça fait comme 30 ans, je fais du jeu de rôle, 31 ans Ah cette ouais, année. d'accord. Ah ouais. Et je vais te dire que c'est la première. J'ai jamais été monté de monde vraiment. Ça n'a jamais été un intérêt d'inventer un univers de jeu. D'accord. Et celui-là, quand j'ai commencé, ça s'est enflammé. Tout seul. J'y pensais continuellement. Ça n'arrêtait pas. C'était toujours là dans un coin de ma tête à quelque part. Là. Puis écoute, Ça se c'était sent quand on t'écoute dans le jeu. Ça se sent vraiment que l'univers a été pensé, réfléchi et qui se développe à mesure que vous progressez dans la campagne. Parce que j'imagine que c'est un monde vivant et que tu l'as créé, mais tu continues à le développer à mesure que les joueurs progressent. exactement. Puis en fait, il y a même certaines races qui n'ont jamais été jouées que j'ai écrit. Parce que là, il y a des gens aussi qui m'ont demandé d'avoir un peu de fluff. Là, je suis en train de faire une espèce de cahier un peu à la supplément de brigandine. Là. Donc, je suis D'accord. en train de sortir ça. Très certainement, je vais le distribuer gratuitement à ceux qui le veulent lorsque je vais être content, satisfait du résultat. Mais Ah, certaines personnes vont m'amener. Si un jour, là, on joue une partie et quelqu'un décide de jouer, tiens, regarde, récemment, là, vous allez voir dans les prochaines parties, il y a un personnage invité, Delia, qui est une gnome.
on avait déjà mis en place que les gnomes, c'était une race d'esclaves dans le timeline. On sait que les gnomes ont été. La race gnome en soi a été décimée, mais qu'elle a été récupérée comme des esclaves d'humains, ce qui fait en sorte qu'ils n'ont plus vraiment de civilisation, ils n'ont plus rien à se raccrocher, les gnomes. Il n'y a plus rien d'unique aux gnomes. Maintenant, les gnomes appartiennent à des citoyens de seconde zone dans la civilisation humaine. Mais on n'avait pas été plus loin que ça avec eux. Et là, Toujours du Delia joyeux, hein. Toujours des trucs super joyeux. écoute, c'est moi, ça. Non, mais je suis pareil. C'est quand je vous écoute, en plus le débrief là avec tes joueurs, vous en avez parlé justement de ça. Et c'est vrai que moi, je suis pareil. J'aime bien les trucs un peu glauques, tristes, déprimants. Je sais pas pourquoi. Hein. C'est une drôle de façon de s'évader. Hein, faut bien admettre. Oui, mais je sais pas si toi, tu sais, bon, on peut aller continuer la comparaison, mais moi, je suis un adepte des films d'horreur. Tu sais, Ah ouais, d'accord. les films d'horreur, là, quand il y a sombre avec un punch. Écoute, moi, les films d'horreur, là, tout, le gore, le slasher, tout, j'aime ça. On dirait qu'il y a quelque chose là-dedans, puis pourtant, ça m'en. C'est ça. Ce qui fait en sorte que, tu sais, si tu regardes ma bibliothèque, moi, Cthulhu, Ah, bien sûr, Vampire, ça me parle. bien sûr. Ouais. C'est évident. Tu verrais chez moi les posters que j'ai. Même toi, tu flipperais. Ah ouais, ok. Mon Dieu, tu me fais peur. Mais Non, c'est ça je pense qui est cool, puis c'est un peu. Puis avec le dernier débrief, ce que je me rends compte, c'est que, tu sais, surtout quand on joue avec Marc, tu sais, Marc et le personnage. En fait, c'est le joueur qui a interprété Wilbur et ah oui, oui, oui. Gertrude et tout ça. Ouais, ouais. Marc, c'est un adepte de la très high fantasy et tout ça. Ah, c'est vrai? Et Ouais. tu vois que là, moi puis lui, on clash dans nos goûts. Ah, à fond, à fond. Pourtant, il a l'air de bien s'être immiscé dans l'univers. Son personnage était vraiment intéressant, hein, Wilbur, en plus. Oui, mais Marc a une. Marc est un très bon les autres aussi, là, mais Marc est quand même un très bon joueur et il aime. Je pense qu'il aime beaucoup l'interprétation du personnage même. Ouais, Euh, ça s'est bien vu, ça s'entend en tout cas quand on écoute son développement de personnage. D'ailleurs, j'avais une question, je me permets de changer un peu de oui, sujet, mais vas-y, vas-y, vas-y. à son propos justement, lorsque donc il a cessé de jouer son personnage Wilbur, est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'est lui qui a voulu changer de personnage ou est-ce que c'est juste que vous êtes dit que l'arc narratif était terminé pour Wilbur et donc il était temps de changer? Lui, et quand on a joué la scène avec le duc, où est-ce qu'il se faisait embrigader dans un duché, dans un mariage, hein? Mhm. Là, après ça, il m'a comme dit, il dit, écoute, je le sens un peu moins. On dirait que tu sais, je comprends pas la logique de rester, de repartir à l'aventure, alors que, tu sais, lui, il y a comme plein d'affaires qui l'attendent, il est plus important. Fait qu'il dit, je pense que je voudrais expérimenter un autre personnage, quitte à peut-être revenir avec lui le cas échéant. Si advenant le cas, ça serait logique qu'il revienne ou quoi que ce soit. Ouais, d'accord. Moi, Non, c'est vrai que c'était logique, mais du coup, je me demandais, oui, si c'était une concertation avec le joueur ou si c'est juste lui qui avait envie de changer, mais ça tombait à pic en tout cas. oui, ça tombait à pic, puis un peu à même. Ouais, c'est un peu ça. Fait que donc, ça amène vraiment une. Marc, c'est lui qui l'a amené, et honnêtement, c'était logique. Moi, ça m'a fait un petit peu de quoi parce que Wilbur, comme on disait dans le débrief, le dernier débrief qu'on a fait, c'est un peu lui qui a défini la pente ascendante de la campagne. Ouais. Moi, je m'attendais à faire du street level, là, euh, de jouer, tu sais, des personnages qui ont à- à combattre pour survivre, Ouais. que ce soit au niveau de l'argent, des endroits où habiter, tout ça, être persécuté. Puis finalement, on s'est ramassé en du politique. C'est marrant ce que tu dis parce que je suis souvent surpris par ça en fait dans mes campagnes ou dans mes scénarios qui sont très low fantasy et je me dis moi aussi on va faire un truc vraiment street level où chacun essaie de survivre et ça reste très local. Et puis le côté un peu épique a tendance à sournoisement arriver sans qu'on l'attende.
Et même si ça reste après du low fantasy, du violent, etc., ça a souvent tendance à sortir comme ça de juste du street level et on est surpris par ça. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Wilbur, en tout cas Ouais. quand j'écoutais, c'est vraiment l'impression que j'ai eue, où l'échelle de la campagne a changé, quoi, concrètement. Effectivement. Puis il y a quelques choix comme ça qu'on a vu que ça avait changé complètement. Et je pense que tu peux sortir le joueur de l'épique. Tu peux sortir le personnage de l'épique, mais tu sors pas l'épique du joueur. Tu sais, dans ce cas-là, je pense que les personnages ont été happés vers, vers tout cet aspect politique-là, peut-être. Et juste la création de Wilbur en soi, que lui, il décide d'être un noble. Moi, je leur avais donné carte blanche parce que de la façon que j'ai monté un peu la campagne, je l'ai fait un peu à l'envers. Je suis beaucoup à la remorque de leur choix. Fait que donc, entre chaque partie, ça se voit pas nécessairement, mais là, je vais leur demander, bon, surtout lorsqu'il y avait des choix à faire, bon, vous voulez aller où maintenant? C'est quoi votre prochain projet? Vous dirigez vers quel... Et là, ils me disaient, ah, ben là, on va aller là, on va faire ça, on va faire ça. Moi, ce qui permettait, dans le fond, de préparer la prochaine partie. Fait que j'étais toujours à une partie de rien avoir de prêt. Et c'est pour ça que je t'ai contacté. C'est vraiment marrant parce que moi, je suis en train de faire une campagne actuellement et c'est la première fois que je fais exactement ça. C'est-à-dire que je me laisse pas entièrement porter parce qu'il y a quand même une trame narrative, un fil rouge, etc. Il y a quand même un plan qui se dénoue, mais moi, j'utilise ce que j'appelle des interludes. En fait, entre les parties, il y a une situation suite au dernier scénario et effectivement, il y a une série de choix qui se présentent, desquels d'ailleurs les joueurs peuvent sortir. Et c'est avec ce qu'ils décident durant les interludes que je construis le prochain scénario également. Et ça, j'ai testé ça sur ma dernière campagne. C'était pas vraiment la manière dont je le faisais avant. C'est vrai que ça apporte un vrai intérêt pour le MJ parce que on se laisse porter quand même par les décisions des joueurs. Exactement. Puis on dirait qu'on n'est pas non plus. Puis là, je sais pas si toi, tu as eu ce feeling-là, mais on dirait qu'on n'est pas nécessairement aussi pris dans un carcan de fil rouge trop élaboré. Des fois, il y a une idée qui vient, puis tu te dis, ah oui, ça, je pourrais l'intégrer dans la prochaine partie ou dans l'autre après. Parce que j'ai quand même cette latitude-là de pouvoir amener certains trucs versus un scénario ou une campagne trop élaborée à l'avance où est-ce que déranger certains éléments ferait en sorte que la tour de Jenga tomberait puis ça serait plus cohérent. Alors, je pense que je suis d'accord. Et d'un autre côté, c'est vrai que moi j'aime bien c'est peut-être une des différences d'ailleurs qu'on peut avoir dans ce que je vois. Là, c'est vrai que tu te laisses vraiment porter par les choix des joueurs et ils peuvent même changer littéralement de lieu. Hein. Ils voyagent beaucoup tes joueurs, ce qui est d'ailleurs très intéressant à écouter. Mais moi j'aime bien en fait pas forcément qu'il y ait un scénario, donc pas linéaire. Moi je suis comme toi, hein. J'aime pas être dans un carcan, voilà, et diriger les joueurs. Bon, je trouve ça assez ennuyeux, sauf peut-être pour un one shot. Mais moi j'aime bien avoir un cadre. Je définis un cadre global avec une thématique. Voilà, moi ma campagne actuelle se passe autour d'un duché justement, et l'idée était de le gérer et de gérer ses problématiques. Okay. Donc il y a une série de problématiques, des factions que j'ai définies à l'avance pour le coup avec des enjeux pour chacun. Donc je connais en fait les motivations de mes factions. Il n'y a pas un scénario concrètement défini à l'avance, mais il y a des enjeux. Et à partir de là, voilà, les joueurs décident qu'ils vont faire, où ils vont aller, pourquoi, mais toujours dans le cadre général défini de la campagne. Ils respectent la thématique de campagne, par contre, ils sont libres, malgré tout. Tu vois ce que je veux dire? Oui, absolument. Donc, je vois bien, dans le fond, ton truc, un peu avec un peu comme avec des clocks ou des espèces d'horloges qui, dépendamment des moves des joueurs, ben, l'agenda des factions. C'est ça. OK, ouais, je comprends. C'est exactement ça. Et un cadre, une thématique générale que j'ai présentée au départ. Alors c'est marrant parce que moi aussi j'avais un des joueurs qui était un bâtard et qui était voué à devenir l'héritier. Donc je te dis, il y avait vraiment un miroir par rapport à ce que je voyais dans ta campagne. C'était assez hallucinant. C'était un peu le fil rouge. Et donc l'idée était de soutenir un duc dont le duché était en déperdition militaire, économique, enfin vraiment asséché suite à une grande guerre. Je te passe les détails, sinon on en a pour des heures. C'est aussi lié à mon univers. Une fois que je suis parti, c'est très dur de m'arrêter. Donc on va se modérer tout de suite. Mais l'idée, c'est voilà, de les présenter
le début de la campagne est un peu plus, pas forcément linéaire, parce qu'au sein des scénarios, il y a plein de décisions à faire, et on peut les approcher de manière différente, mais comme ils découvrent, je leur fais pas une information dump, là, comme ça, leur placarder tout d'un coup, ça c'est chiant. Donc ils découvrent au fil des premiers scénarios, et la campagne a tendance à s'ouvrir plus ils en apprennent, et à partir du moment où ils ont vraiment une vision globale, c'est là qu'ils sont capables de faire des choix et dire on va aller là, on va aller là, on va aller là, on le fait comme ça, de cette manière, et là pour le coup ils sont extrêmement libres, et leurs choix en fait vont m'inspirer, et donc on est tous surpris en fait, les joueurs comme moi, et on voit vraiment l'histoire se dérouler comme ça sous nos yeux, c'est vraiment intéressant. Ben, j'avoue que c'est vraiment, effectivement, c'est une façon qui m'intéresserait d'avancer. D'un autre côté, j'imagine que ça t'a demandé beaucoup d'efforts de mettre, parce que tu as déjà placé des trucs sur l'univers. Toi, il est déjà quand même bien défini, ton univers. Ouais. C'est vrai que, alors, autant je veux pas passer trop de temps sur un univers, parce que si tu vois un univers trop large, tu bosses dessus et en fait les joueurs ils vont jamais, c'est l'enfer. Tu te dis, voilà, t'as préparé pour rien. Donc ça, je déteste préparer un truc qui ne sera pas utilisé. En revanche, comme le sujet de la campagne était un duché, là, j'ai effectivement défini le cadre du duché. En fait, le cadre de jeu. Voilà. Comme ça, je sais qu'ils vont rester dans ce cadre-là, même s'il est très large. Donc effectivement, oui, il y a quand même, j'ai créé une carte aussi, bon, un peu comme toi, tu me diras, hein. Carte du duché, les factions, quelques personnages majeurs. C'est vrai qu'il y a eu une préparation au départ. Je t'avoue que c'est aussi un de mes plaisirs de préparer la campagne comme ça. Ouais. C'est quand même très plaisant. C'est un piège aussi. C'est un piège. Alors exactement, mais c'est un piège. exactement ce que j'allais dire justement. Moi, il y a longtemps, j'avais une tendance à trop en faire justement, et là, je me suis modéré en me disant, ok, on va commencer avec quelque chose qui a du sens, cohérent, des factions, etc., mais pas non plus passer 1000 ans dessus. Ouais. Et on va aussi le développer au fur et à mesure. J'avoue que c'est un peu comme de la masturbation mentale de faire préparer. Des fois, on dirait qu'il y a des images qui enflamment. Moi, je roule beaucoup. Puis là, j'imagine que ça se voit, mais je m'inspire beaucoup d'images. Puis j'essaie d'avoir un canon esthétique qui est similaire à ma vision de ça. Et écoute, des fois, il faut que je me parle parce que sinon, ça finit plus. Ouais, c'est sûr, c'est ce que tu disais dans ton débrief, et je comprends tout à fait quand tu disais on cherche des images là sur DeviantArt, et c'est un engrenage parce que tu envoies une puis tu envoies une autre. C'est pareil, moi j'aime bien avoir une esthétique visuelle, et donc quand je fais mes parties sur Roll20, quand ils sont à un endroit, c'est vrai que j'aime bien mettre une image qui est évocatrice de l'ambiance de l'endroit en fait. C'est pas forcément fidèle, je leur précise bien que l'image n'est pas la réalité de ce que je décris, mais ça pose une ambiance en fait. Ouais, exact. Je suis un peu. Ben écoute, je vais aller dans le même sens que toi. Moi, j'aime bien donc. Puis je fais ça depuis quelques années, depuis que j'ai commencé à jouer à des jeux plus du style Powered by the Apocalypse, là, les Je vois bien. PBTA. En fait, ce que je fais, c'est que souvent, je vais me créer des endroits. Je vais créer des personnages, des NPC, ou est-ce que je vais. Des PNJ, ou est-ce que je fais juste leur donner un nom? Une image, un nom. Je le définis pas plus que ça. Je le garde sous le coude, il est à quelque part. Ou juste une location, un endroit, la colline de l'arbre solitaire. Et là, parce que j'ai trouvé une image d'un arbre, puis qu'elle m'inspire, mais je ne vais pas plus loin que ça. Et là, ce que je fais, c'est qu'à un moment donné, on dirait que quand c'est opportun, j'ai tout de suite l'affiche du PNJ avec son nom. Il me reste juste, dans le fond, à poser quelques questions au personnage. Tu la connais de où? Ça fait combien? Et là, moi, j'inscris ça, et mon personnage, mon NPC est déjà prêt. Aussi facilement, ou la colline de l'arbre solitaire, je vais prendre, Pat Bou, je vais lui dire, Pat, pourquoi est-ce qu'on appelle cet endroit-là pourquoi cet endroit-là une mauvaise réputation? Moi, je ne l'ai pas défini, et souvent, ce qui est important est déjà défini, et c'est pas nécessairement quelque chose qui peut pas influencer, mais mettons que je dis, tout cet arbre-là, il y a un souterrain, une caverne. Moi, j'ai pas, à ce niveau-là, j'ai peut-être pas défini c'est quoi. Y avait-tu des créatures, y tu des ennemis là-dedans? Ou c'est plutôt des animaux, des trucs comme ça? Fait que peu importe ce que le joueur va me dire, ça va étoffer l'endroit.
Et moi, s'il me dit, ben, c'est hanté parce qu'il semblerait qu'il y a le fantôme de je sais pas moi, de gnomes torturés, on allait dans. Fait que là, donc moi, alright. Fait que j'ai sûrement un pion de fantôme pas bien loin. Et j'ai juste à y aller instantanément avec ce que lui vient de me dire. Et j'ai l'air, en fait, j'aime beaucoup l'idée d'être capable de rattacher l'improvisation, de rattacher un peu les fils de ce que les joueurs m'amènent versus ce que moi j'ai en tête. Ah, ça, moi, c'est Ouais, mon challenge. je vois, effectivement, c'est vraiment influencé par les jeux Powered by the Hum, Apocalypse, ça c'est sûr. C'est vrai que c'est intéressant. J'avais remarqué dans vos parties qu'il y avait souvent ce genre de questionnement, y compris sur l'univers, pas seulement juste sur le personnage du joueur, où tu les engages un peu dans la création même de ton univers en posant ces questions. Je t'avoue que moi, je suis beaucoup plus, comment dirais-je, égoïste vis-à-vis de mon univers, très protecteur de mon univers. Autant j'adore vraiment que les joueurs aient un réel impact sur l'univers, que ce hum. soit tangible lors des décisions qu'ils prennent, autant je n'aime pas vraiment leur donner la main sur l'univers lui-même, Ouais. sur ce qui se passe. J'avoue que c'est un truc que je ne fais pas, même si c'est vrai que c'est plaisant à entendre quand j'écoute les parties. Je trouve ça vraiment intéressant comme concept, mais je crois que je suis trop protecteur de mon univers. J'aime bien avoir la maîtrise quand même là-dessus. Ben, moi, vois-tu, je fais un peu les. Moi, vois-tu, j'ai ce côté un peu. Je suis un sale pervers, là, tu vas dire. Ouais, j'ai l'air. Ah non, pas un pervers, mais un sale manipulateur, là. Mais en Hein. fait, ce que j'ai fait, c'est que moi, si, mettons, j'ai une race particulière, les gnomes, tiens. Alors, on prend l'exemple des gnomes, et que j'avais. Ben, moi, je les ai à moitié définis, où je vais pousser un peu l'information aux joueurs dans ma question. Du genre, tu sais, les gnomes, moi, je sais très bien moi, je veux qu'il me parle du fait que c'est des esclaves des humains. Donc, dans ma question, ça va un peu venir. Ben, tu sais que les gnomes, c'est des esclaves des humains depuis tant d'années. C'est quoi présentement, c'est quoi le sentiment des gnomes par rapport aux humains? Fait que donc, vois-tu, je viens de pousser exactement, moi, Ah ouais, ce que je je vois. veux. C'est En fait, vicieux ça, ouais, ah c'est ouais, vicieux quand même. je sais exactement. Fait que donc, je vais déjà, ou du moins l'idée que j'ai, ben moi, je vais déjà lui pousser mon idée à moi en disant, ça, j'y tiens, je veux que ça soit, ce point-là, il est important pour moi, le reste, je suis prêt à le concéder. Donc, D'accord, ouais, c'est pas mal du tout, ouais, c'est vicieux, ben là, mais c'est pas mal. je dévoile mes trucs. Et il y a des choses, des fois, que écoute, tu peux puncher. On avait, si vous allez sur le site des aventureux, le YouTube des aventureux, on a fait une campagne de Spirit of 77. C'est un PBTA dans lequel, en fait, je pense qu'on a 8 parties, dans lequel on joue une série télé des années 70 à la mix Shaft, Mission Impossible, Duke of Hazzard c'est ce genre-là. Mhm. Et ils sont allés, en fait, la finale, c'était, bon, tu sais, mes inspirations, hein, un tournoi de Kung Fu sur une île. Hein, D'accord. c'est directement sorti de Enter the Dragon Oui, avec Bruce Lee. bien sûr, ouais. Et c'est le gros méchant final, c'était le Professor Yes. Tu sais, bon. Disons que donne-lui un doctorat, il devient Dr. No. Ça, c'est un peu D'accord. Et ça, c'est tous les personnages que je me l'avais emmené. Et quand ils ont pénétré sous l'île, pendant qu'il y avait des joueurs qui étaient en train de se battre dans le combat, en haut, et c'est encore, ça a donné drôlement parce que c'est Marc et une autre joueuse qui s'appelle Xeno. Là, et je leur ai carrément demandé, parce que moi, j'avais rien prévu. C'était la finale du jeu. Mais je me doutais d'où ce qu'il irait parce que souvent, les joueurs vont aller dans le cliché et moi, C'est j'aime vrai. le cliché parce que ça respecte le canon esthétique. Donc, on arrive, il pénètre, il ouvre les doubles portes renforcées, il arrive. Et là, vous êtes au cœur de l'île. Et là, je leur demande, qu'est-ce qu'il y a dans au cœur de l'île? Et là, les deux ont comme figé en me disant, eh, quoi, là, tu veux qu'on te dise, c'est quoi qu'on trouve? Qu'est-ce qu'il y a là? Oh ouais, allez-y. J'ai l'impression que je sentais qu'ils ne pouvaient pas croire que je leur donnais autant le contrôle narratif. Mais moi, en tête, ce que j'avais, je me dis, OK, ils vont soit me sortir quelque chose qui creuse sous la terre, quelque chose de nucléaire ou quelque chose comme ça. Là. Et bam!
un missile nucléaire. C'est ce qu'ils m'ont dit. Et j'ai D'accord. fait, ah ouais. Manipulation de haut degré, là, hein, quand même. Ben, en même temps, ils auraient pu me sortir. Et des fois, ils auraient pu me sortir un lapin de leur chapeau. Ouais, Puis c'est risqué, hein, et il aurait pu te sortir un lapin, littéralement d'ailleurs. exactement, ça, Tu prends des un risques parfois. Hein. clapier de cyber-lapin, j'ai fait, oh, Ah ok, ouais. je sais pas trop quoi faire avec ça. Mais c'est un jeu qui me le permettait et que, comme on est rendu à la scène finale, moi, tout ce que je voulais, c'est que peu importe ce qu'il m'aurait dit, j'aurais été chercher un élément d'urgence pour leur mettre de la pression suite à ça et on aurait une finale. C'était un peu le plan, puis c'est un peu moi ce que les jeux de Powered by the Apocalypse m'ont amené dans ma maîtrise d'un jeu plus traditionnel, en fait. Cette espèce de contrôle, de narrativité que je me permets de donner aux joueurs, et ensuite de ça, que j'aime rattacher les fils et trouver des raisons pour que ça soit comme ça, puis que ça soit cohérent. Mais bon. De toute façon, même si... Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Moi, j'ai découvert ce genre de jeu il y a pas longtemps. J'ai pas le temps, en fait, d'utiliser, de tester tous les systèmes, mais je me renseigne beaucoup puisque j'ai créé mon propre système. Je suis un maniaque, il faut que le système de règles colle parfaitement à mon univers de jeu, etc. Donc, j'ai un gros problème avec ça, mais néanmoins, je me renseigne beaucoup. Et c'est vrai que ces jeux-là sont intéressants parce qu'ils apprennent le maître du jeu à penser différemment. Et même si tu prends pas exactement le système et que tu poses pas des questions tout le temps à tes joueurs, ça permet au maître du jeu de penser un peu différemment et de s'inspirer vraiment des idées des joueurs, quitte à rebondir dessus. Et je trouve qu'en fait, les joueurs, moi, dans le jeu de rôle, ils servent vraiment à ça. Ils sont des sources d'inspiration pour le maître du jeu. Et parfois, l'idée d'un joueur va donner aussi une idée au maître du jeu qui va rebondir dessus. Même si c'est pas forcément d'ailleurs une création d'univers direct. Je te donne un exemple concret, enfin plus ou moins. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre les joueurs face à des choix, pardon, qui sont extrêmement difficiles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon choix, il n'y a que des mauvais choix. Ça, j'adore ça. C'est un Ça truc. aussi, c'est très vicieux. Là. Ah, ça, c'est ultra vicieux. Mais ouais. faut d'ailleurs, je me modère. Des fois, ils sont un peu frustrés, je le reconnais. Mais je trouve ça excellent parce que s'il y a des mauvais choix et des bons choix, tu sais que les joueurs vont toujours prendre les bons choix. Donc, ce ne sont pas des choix difficiles par définition. Donc, c'est ce que je fais. Ils ont des choix difficiles et parfois, il y a un joueur qui est créatif et il va pas vers une des directions que j'avais moi imaginées. Il imagine un autre truc. Et ça, c'est vachement bien parce que je le favorise beaucoup, je le récompense beaucoup d'ailleurs, et ça me permet de rebondir sur l'idée du joueur, et ça m'amène à imaginer une suite auquel je n'aurais pas pensé sans le joueur. Et la campagne prend une direction, certes, c'est moi qui suis à l'initiative de la création ensuite, mais c'est grâce au joueur et à sa décision originale que j'ai été inspiré. Donc, c'est pas bon, exactement forcément ce que prônent les jeux Powered by the Apocalypse, c'est pas littéralement la même chose, mais ça rejoint ce que je disais sur le fait que le MJ doit penser différemment et s'ouvrir un peu aux sources d'inspiration que sont les joueurs. Ben, tout à fait. Puis, en fait, je pense que ça va quand même dans un des tenants des jeux Powered by the Apocalypse qui dit qu'en fait, le joueur doit être. Le maître doit être fan des joueurs. Donc, c'est clair. Donc, s'il est fan du joueur, il doit s'assurer que le spotlight est mis à la fois sur le personnage et à la fois aussi sur le joueur qui a des idées, qui partage des idées. Et moi, honnêtement, c'était une source de frustration dans le passé d'avoir des maîtres qui, je leur dis, oui, je vois cette scène-là comme ça. Puis là, le maître qui me dit, non, c'est pas comme ça que ça se... Ah, on dirait que tout ce que je voulais, c'est un peu de bonne volonté. Avance un peu vers moi. Je vais accepter le reste, mais donne-moi un peu de ce... Je suis tout à fait d'accord. Quand j'étais plus jeune, j'avais cette tendance. J'étais un MJ beaucoup plus autocratique que maintenant. Et c'est vrai que le non, je le disais souvent. Alors, c'était il y a longtemps. Hein, j'essaie de me trouver des excuses dans mes premières années de jeu de rôle. Mais c'est vrai que c'est une tendance de certains MJ justement à vouloir garder un contrôle excessif. Dire non aux joueurs, c'est pas grave, mais dire non tout le temps et pour tout, ça sape complètement l'imagination des joueurs et leur volonté de participer et de trouver des trucs originaux. Donc, encore une fois, ils se sentent dans un cadre comme un peu une souris dans un labyrinthe. Donc, fais juste suivre les chemins que je te donne et le reste est terminé. Je trouve que c'est un peu...
C'est problématique. Je trouve qu'il y a un savant mélange à trouver. Après, encore une fois, chacun trouve d'ailleurs son équilibre, hein. L'équilibre de l'un n'est pas l'équilibre de l'autre. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir effectivement une ligne directive. Je n'aime pas, par exemple, les campagnes purement bac à sable, où il n'y a pas de trame, où il n'y a rien du tout, et c'est faites ce que vous voulez, allez où vous voulez tout le temps. J'avoue que bon, là, ça sape justement ma créativité. Donc j'aime bien définir des cadres, des thèmes de campagne, que les joueurs créent des personnages qui soient cohérents avec la thématique qui a été décidée ensemble. D'ailleurs, je les Ouais. consulte aussi. Donc c'est aussi la responsabilité des joueurs de créer des personnages qui vont dans le sens de la campagne au global. Par contre, sachant cela, une fois qu'ils sont dedans et tant qu'ils respectent grosso modo le thème de campagne, là, il faut qu'ils soient libres et Ouais. qu'ils puissent trouver des super idées et qu'on rebondisse dessus. Ben, exactement. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Puis, écoute, ce que tu viens de dire, ça me fait réfléchir. Des campagnes purement bac à sable, je pense que j'en ai jamais fait pour une raison. Parce que, même chose, je trouve que il manquerait l'espèce de climax, l'apogée, l'épitome, l'espèce de grand moment où est-ce que certains fils rouges vont se dénouer et qu'on Ouais. arrive à peut-être pas une conclusion, mais une espèce de gros milestone de la campagne. Et ça, dans le bac à sable, ben, c'est comme un peu toujours. C'est un peu comme c'est un peu comme les Scooby-Doo. Chaque émission, la fin, bon, ils finissent et on recommence un autre endroit Ouais. avec une autre chose, mais il n'y a pas de. On dirait que c'est toujours des petites victoires, mais il n'y a jamais l'explosion d'émotions et tout ça. Ouais, je Mm. suis d'accord avec toi et je vais d'ailleurs je boucle la boucle d'une certaine manière. On a commencé la discussion par le fait de construire des univers et de dire qu'on était plus ou moins d'accord sur le fait qu'il fallait pas construire tout un univers Mm. nécessairement tout de suite. Et c'est vrai que j'ai entendu ou lu beaucoup de MJ qui disaient, ça fait très arrogant d'ailleurs comme phrase, moi je ne crée pas des histoires, je crée des mondes. Ce genre de truc là. Et moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Je crois au contraire qu'il faut d'abord créer des histoires et des mondes ensuite. Je pense que c'est moins important le cadre, l'univers lui-même que l'histoire. C'est vraiment ça qui va faire avancer en fait. S'il y a un monde, ok très bien, mais qu'il n'y a pas d'histoire pour dynamiser tout ça, on se retrouve dans un bac à sable dont en fait on va finir par, on va l'arrêter non pas parce qu'il y a eu un climax comme tu dis, mais parce qu'on s'en est lassé au fil des parties et que c'est resté plat. Ouais, je comprends. Ah bon, moi, vois-tu, j'ai une vision peut-être un peu plus de ça. Je suis d'accord avec toi, créer le monde et tout ça. Honnêtement, moi je viens, tu sais, bon, de mon background professionnel, je viens du milieu un peu plus ingénierie industrielle et tout ça. Euh, moi, j'ai tendance à appliquer la méthode du juste à temps au niveau au niveau de de cette, de cette Mais c'est campagne-là, c'est ce là, que de c'est ce l'univers. que je disais justement. Ouais, C'est ce que je disais justement. Je trouve que le plus important, c'est les histoires plutôt que l'univers. C'est bien d'en avoir un peu, mais c'est pas le plus important pour moi, l'univers exactement. global. C'est ça que je disais, ouais. C'est pour ça que je souscris pas forcément au MJ. Enfin, après, chacun voit midi à sa porte, hein, mais je Ouais. souscris pas forcément aux MJ qui disent que la création de l'univers, c'est le plus important. Au contraire, je me dis que l'histoire elle-même, est plus importante. Après, je dis ça et moi-même, je suis coupable de tout de suite me lancer dans des créations d'univers, etc. Mais je sais très bien que c'est pas forcément, voilà, dans mon monde actuel auquel l'univers se crée, enfin, se passe, le cadre, pardon, se passe dans un duché. Ouais, Bon, j'ai exact. quand même créé la carte de l'univers et de tout le continent. Bon, ça, Mm. c'est parce que je suis un peu malade dans ma tête. Mais Ah, vois-tu, écoute, ben, j'ai fait pareil, là, j'ai créé la carte au complet parce que le nom, j'ai mis des images aussi. Tu sais, là, présentement, si on regarde la campagne, on a joué dans un, deux, on a touché le troisième duché. Mais il reste trois duchés qu'on sait presque rien. Et ouais, c'est pas. ouais. Et en fait, l'idée en arrière de ça, c'est que moi non plus, je sais rien de ces duchés-là. Mais j'ai un sentiment général à propos de ces duchés-là. Tu sais, celui qui est en haut, Marianne Hald, que je pense la première fois que je prononce, euh, a une influence très viking. Parce que juste au nord, ben, t'as toutes les. Justement, t'as le peuple d'Ostervik et tout ça, qui est un peu d'influence scandinave. Fait que donc, eux sont très influencés vikings. Mais c'est tout. J'ai quelques images, mais c'est tout là-dessus. Si un jour quelqu'un me dit, moi, je vais faire un personnage qui vient de là, je suis parfait, j'ai des questions pour toi.
Et on va aller là, mais j'ai pas eu besoin de le définir jusqu'à date. Hmm. C'est quand même vraiment marrant le miroir avec ma campagne, c'est hallucinant. Je vais te donner un exemple, mais c'est vraiment, vraiment drôle. Comme je te disais, donc moi j'ai créé la carte du continent, mais sans forcément définir les duchés. Oui, mon monde est aussi fait de duchés, donc c'est vraiment un Ouais. truc de fou. Mais bon, peu importe, avec des duchés et 3 royaumes d'ailleurs. Mais donc j'ai pondu l'histoire globale du continent et donc des grands mouvements politiques. Pour moi, ça c'est important. Toutes mes campagnes sont éminemment politiques. Et par contre, je n'avais vraiment défini réellement qu'un seul duché, effectivement, le duché qui serait le cadre de campagne. En revanche, j'ai un joueur qui a voulu créer un personnage exactement comme tu le disais, d'un duché un petit peu plus nordique, un peu plus style viking, donc c'est exactement ton exemple. Et du coup, bah, on a commencé à réfléchir avec lui sur le genre de duché, leur panthéon, etc. Et puis finalement, bah, il a amené cette part du background avec lui dans le duché qui constitue le cadre de campagne. Donc je te rejoins exactement là-dessus. J'aime bien avoir la vision de la carte du monde et des grands mouvements politiques et l'histoire globale. Par contre, comme toi, je ne ponds pas tous mes duchés, sinon je n'en sors pas et ça n'a aucun sens. Puis je trouve, à la limite, de trop aller loin, moi, je trouve ça contre-productif à un certain sens. Parce que, même chose en laissant des trous sur la carte, ça m'a permis d'insérer des villages à des endroits où est-ce que j'avais besoin d'un village et que j'avais besoin d'une ambiance particulière, comme Racheur. C'est un village où ils ont rencontré Gertrude. Ce village-là, si vous regardez, mettons, si tu regardes sur YouTube les premières capsules, sur la carte, il n'existe pas. Parce que j'avais besoin d'un village à mi-chemin qui était non loin de la capitale de la Lendorf. J'avais besoin de lui, mais et donc je me suis dit tiens, je vais pouvoir le mettre là. Et j'ai besoin d'un espèce d'abbé qui est un peu qui est un freak religieux, si on veut, et qui a fait affaire qui a fait appel à l'inquisiteur, et là, c'est là que Gertrude est arrivée. Mais en même temps, je le voulais non loin d'une forêt parce que je voulais qu'il vive un peu la dureté de notre tempête, un peu éclair. Fait que donc, je l'avais mis là. Et le fait d'avoir justement m'être laissé des trous, ça me permettait de faire ça. C'est clair. Tes viewers vont trouver la discussion ennuyeuse parce qu'on est toujours trop d'accord, mais Ah, on mais n'est pas assez en désaccord. Mais pour te donner l'exemple, moi j'avais donc créé une carte globale et puis à un moment je commençais à me surprendre à mettre des villes, des villages un peu partout. Et ben je me suis réfréné, j'ai supprimé toutes ces villes et tous ces villages parce que justement je suis d'accord avec toi sur le fait que laisser des trous, ça permet après d'être plus souple. S'il y en a trop, on se laisse contraindre en fait parce qu'on a déjà préparé. Et puis, c'est une mauvaise idée, je pense. ben, absolument. Puis, écoute, moi, je sais, personne, puis on se connaît en tant que maître. Hein. Moi, je suis psychorigide sur certains points. Ben, écoute, ma conjointe te le confirmerait, là, mais, mais je suis psychorigide sur certains points. Quand le canon esthétique me demande quelque chose, je me sens pas bien si j'y déroge. Donc, exemple, ça me vient, puis l'exemple qui me vient en tête quand je pense au jeu de rôle, c'est qu'un jour, j'ai maîtrisé une partie, là, dans mes jeunes années, maîtrisé une partie de Marvel Super Héros du système TSR avec les blocs de couleurs, là, le Phase Rip. Et il y a un des joueurs qui était là qui connaît beaucoup trop les super-héros et il a comme complètement explosé ma partie en disant non, ça se peut pas, lui il est mort dans tel comic contre tel héros, puis fait que dans le fond, et on dirait que ça illustre parfaitement le sentiment que j'ai lorsque je maîtrise un cadre de campagne ou un univers connu, mais que je suis pas parfaitement au courant de ce qui se passe. Je suis pas. Fait que donc, si je commence à écrire des choses par rapport au duché, je vais avoir beaucoup de difficultés à revenir en arrière pour défaire ce que j'ai déjà dit ou de ce que j'ai déjà écrit. Ah oui, non, ça c'est le maintien de la cohérence. Moi c'est pareil, je suis psychorigide complètement avec ça. S'il y a un truc qui fait que le cadre global n'est plus cohérent, soit parce qu'il faut revenir en arrière, soit parce que, comme tu le dis, ça ne répond pas un peu à la charte esthétique de ce que j'ai en tête ou de l'ambiance générale, c'est pareil. Là, j'hésite pas. Ça rejoint un peu ce que je disais sur le fait qu'il faut un minimum de cadre.
et qu'en tant que MJ, même si on laisse de la liberté, je pense qu'il faut respecter sa volonté, on va dire, esthétique, parce que sinon on n'est pas bien et il faut aussi qu'on s'amuse, nous Ben, autres ben, MJ. exactement. Puis moi, m'amuser dans les jeux de rôle, surtout dans la campagne de brigandine que je mène, c'est d'avoir une espèce de. euh, Je prends beaucoup de plaisir à contempler un peu l'œuvre en soi, puis à regarder les villages, tu sais, les villages, les villes, la map, les personnages non joueurs, qu'est-ce qui est là, puis à voir la cohérence, puis voir justement à attacher ces fils-là. Mais là, à un moment donné, si je commence à. Tu sais, si ça m'amène beaucoup de plaisir, puis ça m'amène beaucoup aussi d'eau au moulin, d'inspiration et tout et tout. Fait que c'est sûr que ça, c'est un point, moi, que je trouve pour moi, là, mais hyper important, d'avoir justement cette latitude-là, de pas trop créer, de pas aller trop vite, parce que la fois que je vais en avoir besoin, puis là, c'est un peu ce que je voulais te proposer, parce qu'à un moment donné, moi, je suis en train de ramasser, de rentrer une équipée pour faire un hors-série, mais sur les horaires français. Fait que donc, Ah, ben oui, intéressant, intéressant. et je vais voir de quelle façon on va le faire. Et si je décide d'arriver, puis là, il y a une inspiration soudaine de dire, ben écoute, on pourrait y aller une expédition justement au Venzo ou peu importe. Le fait de ne pas avoir défini me permet de rentrer exactement ce que je veux rentrer sous l'influence que je la veux. Donc, ça me donne. Fait que c'est un tableau. En fait, c'est comme du coloriage. Je sais la forme, je sais ce que j'ai à faire, mais je le mets à la couleur que j'ai envie de le mettre. Ouais, j'aime bien l'allégorie là. C'est une bonne comparaison, ça, le coloriage. T'as un cadre global, t'as une idée, t'as une atmosphère, t'as une logique, une cohérence, mais tu remplis pas tout et tu le fais quand on a besoin. Ça te permet d'avoir une certaine souplesse. Je te rejoins là-dessus. Et d'ailleurs, tu disais, c'est l'un des plaisirs en tant que MJ. Faut avouer quand même qu'il y a un plaisir un petit peu, je vais pas dire narcissique, mais de voir les joueurs évoluer et construire toute une action sur un univers qu'on a créé quand même. Faut avouer que c'est un peu grisant et Ouais, satisfaisant de voir tout ça s'emboîter en fait. tout à fait. Pour moi, je trouve ça plaisant. Et je me permets, désolé si je suis parti dans ma longue tirade, mais Vas-y, vas-y. tu disais, t'aimes pas te contraindre, notamment quand tu joues dans un univers connu, t'as pas envie forcément de caler sur les canons de l'univers, t'as envie de changer, etc. Je trouve ça intéressant parce que moi, c'est ce qui m'a amené à créer mon univers. Je vais essayer de faire synthétique dans le petit historique, mais à la base, moi, j'ai maîtrisé des campagnes dans l'univers de Warhammer, qui est un univers que j'adore, hein, très clairement. Oh, ouais, absolument. C'est génial. Et la campagne actuelle, en fait, est comment dire, un dérivé et la descendante de mes campagnes Warhammer. Et en fait, au début, Warhammer, j'ai commencé donc en créant une campagne, puis j'ai vachement personnalisé l'univers. Je l'ai rendu un peu encore plus low fantasy. J'ai modifié des trucs. Enfin, c'est un peu compulsif. Je l'ai fait un peu à ma sauce. Et plus j'avançais dans les campagnes, qui sont des très bonnes campagnes, on s'est marré, il n'y Ouais. a aucun problème, hein, plus je me suis dit, mais je suis de plus en plus contraint. Et au fil du temps, il y a un moment, je me suis dit, bon, bah, on va laisser tomber cet univers, il faut que je crée le mien, parce que ça sert plus à rien de rester dans un carcan. Et donc voilà, j'ai passé le pas, et en tout cas pour ce qui est de la fantasy, maintenant, je ne joue plus que dans mon univers, non pas par ego ou parce que j'aime pas l'univers de Warhammer, je l'adore, mais comme toi, moi je peux pas être dans un carcan comme ça, il faut que ça vienne de moi, il faut que ça m'inspire, parce que je peux tout faire comme ça. Voilà, Ben, écoute, j'avoue qu'on se rejoint beaucoup, puis il y a certains jeux, tu sais, des jeux à fort contexte, où est-ce que justement je me limite, tu sais, je vois là Septième Mer, la deuxième édition de Septième Mer que je trouve ouais. magnifique et qui me donne d'inspiration. Tu sais, je pense à Eisen, le pays un peu qui ressemble voyons, le Saint Empire romain Ouais. germanique et tout ça. Je trouve ça intéressant, mais encore une fois, je, je te rejoins à 100%. Je trouve qu'à un moment donné, j'ai de la difficulté à déroger. Star Wars, la guerre des étoiles, oh mon Dieu, incapable de maîtriser dans ce monde-là, Parce qu'il est trop défini. Il est parce qu'il est trop trop défini. défini et il y a toujours une espèce de turbo geek à ma table qui en connaît plus que moi
et ça me bloque, mais complètement. Ça, Ouais, je comprends, je comprends. C'est pour ça, évoluer dans son propre univers, tu prends tous les trucs que tu aimes bien, tu les mets dans ton univers, tu essayes de modifier tout ça pour avoir une cohérence et allons-y, quoi. C'est là que c'est le plus intéressant. Enfin, selon moi, encore une fois, mais moi, exactement. c'est pour ça que mon univers est né, en fait. C'était vraiment parce que c'était plus plaisant pour moi. C'était pas par prétention de créer un univers, c'est juste que ça fait partie du plaisir de MJ que de faire ça. Ben, vois-tu, moi, je m'en suis rendu compte par la suite de ça. Parce que vois-tu, présentement, ici, j'ai fait un test avec justement Christophe, Marc et Pat Bou. On a joué à Digenesis. Je connais de nom, mais je sais pas vraiment en quoi ça consiste, pour être C'est honnête. un post-apocalyptique où est-ce que, bon, il y a eu des météorites, mais j'étais complètement tétanisé par la somme d'informations à retenir de ce contexte-là qui est gigantesque. Le livre de base, c'est 2 livres environ de 400 pages. C'est Ah ouais. bon, la bouchée est énorme. Ah la vache, ah ouais. Et j'étais pas capable, avec le train de vie que ça amenait, j'étais pas capable de digérer l'information assez vite pour avoir du plaisir et être à l'aise avec le monde. Ce qui fait en sorte qu'on dirait qu'à un moment donné, je reviens toujours à mes classiques. Bon, au niveau de Cthulhu, ben, Lovecraft, c'est quelque chose que je connais très bien. Fait que donc, je suis à l'aise dans tout le Cthulhu parce que je sais que je suis grosso modo celui qui va en connaître beaucoup plus autour de la table. Même chose avec Conan, même chose avec, mettons, Dragonlance, parce que c'est des mondes que que je connais sur le bout de mes doigts. Maintenant, vois-tu, il y a certains endroits où j'ai un joueur dans ma partie, parce que j'ai une table physique, comme maintenant on est rendu en mode euh, informatique, mais j'ai Ouais. un joueur qui est très bon avec le monde des ténèbres. Moi, je pense que je connais bien le monde des ténèbres. Et on a commencé une partie un dimanche sur deux. Donc, un dimanche chez Brigandine, l'autre c'est avec mon autre table. Et on joue du Vampire V5. Ouais. Mais, mais j'ai créé une ville. J'ai regardé toutes les villes américaines qui n'étaient pas les grosses villes de taille, parce qu'encore une fois, ils disent qu'il y a un vampire par 10 000 habitants. Donc, moi, évidemment, je suis presque en train de compter le nombre de vampires pour que ça soit. J'ai été coupable de ça aussi, j'ai été coupable de ça. Et, J'ai tout, mais par contre, j'ai tout lâché, je te raconterai. Mais vas-y, continue, excuse-moi. et donc, j'étais. Ben, c'est ça. Fait que donc, on a choisi Philadelphie. Philadelphie n'a pas été définie nécessairement dans le monde des ténèbres encore. Fait que donc, moi, je suis allé là-dedans et j'ai pu faire une campagne au lieu de les emmener dans un endroit qui était déjà canon, qui était déjà fait. Et ce qui m'amène à Brigandine, puis là, avec du recul, puis on jase, puis en y repensant, moi, ce qui me fait triper, c'est l'histoire. Hein? On en revient à ça. On en revient à ça, on en revient à ça, On en évidemment. revient à ça. Et là, je dois avouer que Brigandine d'Aikrieren me permet de mettre en scène, de mettre dans un monde des éléments de l'histoire qui m'intéressent et que les autres jeux n'ont pas le potentiel de le faire. Je comprends. Je suis en train de prendre des notes parce que j'ai tellement de sujets que je veux aborder là que je risque de tout oublier. Alors attends, 2 secondes, faut que je note ça. Parce que j'ai 2 choses là sur lesquelles je voudrais rebondir par rapport à ce que tu as dit. On va commencer Et, par une. et Vas-y, je te laisse aller, je te passe la main, mais juste avant, je pense vas-y. que c'est justement pour ça. Je pense que les gens, tu sais, quand tu dis hey, nos références se ressemblent, on a beaucoup de points communs par rapport à nos goûts quant Ouais. aux univers et tout ça, mais je pense que ça l'a. On s'en va directement dans un. Je pense les personnes qui aiment l'histoire médiévale, le bas le bas Moyen Âge, je pense ils vont se reconnaître dans ce cadre-là. C'est certain. Et d'ailleurs, bon, ce qui m'a convaincu, enfin, le dernier petit truc qui m'a fait te contacter, c'est quand tu as parlé, de toute façon, j'avais déjà reconnu les inspirations, mais quand tu as parlé des guerres de religion, d'ailleurs c'est même au-delà du bas Moyen-Âge, c'est déjà la Renaissance, XVIIe siècle, etc. Mais j'ai reconnu tes inspirations historiques, et moi je suis très versé là-dedans, donc Mm-hmm. ça a achevé de me convaincre. En fait, il y a 3 thèmes là que j'aimerais bien, j'aimerais bien qu'on parle, j'ai noté, parce que là on va pas s'en sortir, je ne sais pas comment faire, il y a trop de sujets. Écoute, on Euh, en fera un deuxième. Ouais, ouais, je pense que ça va être indispensable. Alors, il y a 3 sujets. Je voudrais juste revenir vite fait sur le monde des ténèbres Cthulhu, vraiment en parenthèse. Ensuite, le fait que Brigandine te permette de déployer ton univers, et ensuite l'histoire médiévale.
Mais la petite parenthèse, on a vraiment les mêmes références sur les univers de jeu, parce que moi, mes 3 univers de jeu favoris, c'est Warhammer, Le Monde des Ténèbres, surtout Vampire, et Cthulhu. Ouais. Ce sont mes 3 univers de jeu favoris. Mais justement, pour revenir à ce que je dis toujours, donc Warhammer est devenu les royaumes Sélonites, donc c'est mon univers. Cthulhu, maintenant, je ne joue plus jamais à Cthulhu au sens strict. Je fais ce que j'appelle de l'horreur contemporaine, mais donc je me départis de tout univers. Comme ça, à chaque fois que je fais un one-shot horreur contemporaine, je peux faire ce que je veux. Et il y a la surprise, l'horreur, parce qu'ils ne savent pas du tout à quoi s'attendre. C'est pas du Cthulhu, c'est ce que je veux, en fait, sur le moment. Donc c'est pareil, je me suis départi de l'univers, même si j'adore l'atmosphère Cthulhu, j'en suis sorti. Et pour Vampire, je suis un grand fan de Vampire, j'ai fait 2 campagnes énormes sur Vampire, mais la dernière en date, j'ai viré tous les clans, j'ai viré tout ce qui faisait le monde de White Wolf, et j'ai mon univers Vampire à moi. Donc cette pulsion de tout transformer, je la retrouve partout en fait. Ça, je l'ai... encore une fois, étant donné que moi, je maîtrise les clans et tout ça, les bloodlines de vampires, je les maîtrisais vraiment bien. Je les trouvais cool et je voulais conserver l'espèce de schème de référence que les joueurs avaient. Mais en même temps, j'ai un peu... écoute, j'ai amené autre chose. Fait que, ils sont partis, ils ont oublié les 20 dernières années, ils ont oublié une partie de ce qui s'est passé. Bon, tout ça leur remonte à la chute du mur de Berlin, ils ne savent pas trop qu'est-ce qui se passe. On a commencé la campagne, ils se sont fait, par accident, enlever des pieux, ils sont dans un conteneur abandonné, un conteneur à bateau abandonné. Fait que je les ai un peu déshabillés et j'ai dit, bon, c'est à vous maintenant. Je vous laisse aller, là, je vais voir comment vous allez vous débrouiller. Mais j'étais à l'aise avec le squelette de vampire. Ouais, non, mais de toute façon, moi j'ai commencé par ça, et puis il est bourré de sources d'inspiration. Les lignées, les bloodlines, tout ça, même si on les utilise pas comme telles, sont des énormes sources d'inspiration. Mais c'est vrai que moi je suis plus un partisan d'un univers épuré, c'est-à-dire que le White Wolf a tendance à devenir un zoo en fait. Et je trouve que ça perd de sa substance quand il y en a trop dans tous les sens. Et je suis revenu dans l'univers de vampires entre guillemets qui a découlé de ça. Il y avait plus de clans, c'était des univers. Bah, t'as vu mon pseudo, hein, c'est Lestat, un peu plus voilà, à la Anne Rice, très peu de vampires justement dans une ville. Je crois qu'ils étaient 12 au total. Enfin, on fait toute une chronique là-dessus. Bref, je vais résister à l'envie d'en parler parce que sinon c'est reparti pour un tour, c'est pas la peine. Ça, c'est des campagnes de fous aussi. Et puis, je voudrais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, donc désolé, je rebascule, mais quand tu disais que Brigandine te permet vraiment de déployer un peu ton style de jeu, ton univers, c'est exactement pour ça que moi j'ai créé mon système de jeu. J'avais besoin je veux pas que le système prenne trop de place. Pour moi, la narration, l'histoire, c'est beaucoup plus important. Mais je suis quand même un maniaque des systèmes, c'est le paradoxe. Donc il faut que le système serve vraiment au style de jeu, qu'il prenne pas trop de place, mais qu'il soit suffisamment souple pour permettre de déployer un univers, improviser suffisamment vite, pas passer 15 plombes sur des mathématiques, ça c'est vraiment l'enfer dans un jeu. Ça, c'est vraiment l'enfer. Pour la petite histoire, on en reparlera si on fait une vidéo système à un moment, mais moi je pensais avoir inventé de manière très prétentieuse, je pensais avoir inventé le système des passes d'armes. Et donc, ça a découlé de Warhammer, et j'ai littéralement appelé ça les passes d'armes, j'ai expliqué ça à mes joueurs. Puis un jour, je tombe sur Brigandine et je dis « Ah, merde, en fait, tu l'as pas inventé, il y a un autre mec qui a pensé. » Et plein de trucs comme ça. Enfin bref, c'est pour ça que je me suis intéressé à ce système aussi. Je suis d'accord avec toi, il faut que le système permette de déployer un univers, donc il ne faut pas qu'il soit trop lié à un univers, justement, ce système, qui soit souple, qui prenne pas de place dans la narration, et surtout qu'on fasse pas des maths pendant 4 heures. Quoi. Exact. Je pense qu'il faut que le système, il doit être... moi, écoute, je suis un inconditionnel du système Does Matter. Hein, le système influence... moi, je crois pas ça, des systèmes que tu dis, ben, moi, je suis capable de tout faire avec ce système-là. Non, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord, mais je vais dire, un système comme Brigandine, mettons, moi, j'adore ce système-là, mais je l'adore pour du low et du dark fantasy. Ah maintenant, oui, c'est certain, ouais. Si tu me demandes de faire du super-héros, même si j'adore le système de Brigandine, je ne serais pas capable de faire du super-héros avec. Je le trouve trop gritty, je le trouve trop sombre, je le trouve trop violent.
et il est fait pour ça. C'est parfait. Il est violent, il va tuer rapidement. Même chose avec Cthulhu. On parle, mettons, moi, du système de Cthulhu. Moi, pour jouer avec du Cthulhu, le dessin, je le trouve parfait parce qu'il rend les personnages vulnérables et faibles. C'est ce qu'on veut dans cet univers-là. Maintenant, si je veux jouer à un jeu où est-ce que j'ai du super-héroïque, pas du super-héroïque, mais en même temps du épique, médiéval, fantastique, épique, ben, je pense que le système dessin, moi, je considère pas qu'il va me servir. Et quand on progresse là-dedans, c'est pour ça que quand j'ai été écoute, Brigandine, moi, ça a été une découverte parce que je suis un réformé de Pathfinder à la base. Ah, Pas à la base, mais j'ai d'accord. joué, j'ai joué pendant presque 10 ans à Pathfinder jusqu'à ce que je suis tellement moi, j'ouvre un livre de Pathfinder présentement, j'ai envie de vomir. Parce que je savais que mes joueurs adoraient Pathfinder. Mais moi, le tactique, l'avancement de personnages se fait selon ce qu'ils vont pouvoir faire sur la carte, me rendait malade. Ah, je suis pareil, j'ai jamais été attiré par ces jeux-là. Le grand paradoxe d'ailleurs, c'est que dans le système que j'ai créé, il y a quelques trucs qui sont repris. En fait, je les ai repris de jeux qui eux-mêmes les avaient repris de Donjons et Dragons, Hérésie que j'ai découverte par la suite, mais parfois, tu as un truc que tu peux réutiliser quand même pour du low fantasy ou autre. Mais c'est vrai que moi, ce que tu dis, je suis pas fan du tout des systèmes où la tactique va déterminer l'avancement de ton personnage. Enfin, c'est vraiment, on en revient aux mathématiques, on en revient, c'est plus de la narration, c'est du tactique, t'essayes de faire avancer ton personnage en tuant des trucs. Enfin, je sais pas, ça me hérisse aussi. Puis il y a un exemple de ça, puis pour aller dans le même sens, je sais pas si tu te souviens la partie de Brigandine où est-ce que c'est la partie où est-ce que Marc avait tranché la tête de l'aubergiste qui tuait des Ouais, gnomes, je vois bien. bon. Je vois bien, Et, ouais. et dans cette partie-là, il y a eu un combat qui sont descendus où est-ce qu'il y avait justement les Schattendraken et il y avait le prince. Et lorsqu'ils sont allés délivrer le prince et tout ça, et Gerwolf, Christophe, qui descend et qui trébuche, saute. Et là, ça se ramasse en roulé-boulé avec. On roule au sol avec le Schattendraken qui a essayé de l'attaquer et tout ça. Moi, ça m'a fait réaliser. Cette partie-là m'a fait réaliser quelque chose. C'est que beaucoup des jeux médiévaux fantastiques que je connais ont beaucoup de difficultés à gérer les manœuvres de combat qui sont pas frappées, donner un coup avec des dommages et ou recevoir le coup. Donc, moi, on dirait que ça s'était jamais traduit selon moi ce que j'aimais. Lorsqu'on écoute un combat, mais on s'attend à ce que, oui, on va se frapper à l'arme et tout ça, mais ce ne sera pas un combat statique sur le bouclier, boum, boum, boum. C'est clair. C'est coup de poing, coup de pied, un genou, une botte, je te frappe, on roule au sol, je perds mon épée, je la rattrape, et le système de passe d'armes, je trouve qu'il donne. Il faut pas s'enfarger dans le fleur du tapis. Tu dis, bon, ben, OK, parfait. On commence avec quoi? Tu commences avec tes haches, tes masses, mettons. Parfait, on y va. Tu roules et tu me décris, tu me passes tes dommages. Fine. Puis tu me décris comment ça finit. Puis moi, je vais essayer d'intégrer quelque chose et tout ça. Puis sinon, ben, je te mets dans une situation pas possible où est-ce que tu vas avoir de la difficulté à te sortir et que ça va te mettre un désavantage flagrant. Mais ça se peut qu'on soit dans la boue, ça se peut qu'on soit au sol, ça se peut que ça soit pas l'arme de l'autre qui t'ait fait mal, mais plutôt une espèce de crochet au mur ou une pioche qui était là et que finalement il a essayé de te la rentrer dans le dos en tombant. Ça, cette beauté-là, cette espèce Il faut sentir la poussière, en fait. Il faut sentir la Oui. poussière et le goût du sang. Et ça rejoint ce que je disais. Alors, moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que tous les systèmes ne sont pas bons pour tout. Moi, le système que j'ai à titre personnel, hein, c'est uniquement pour moi. Pour moi, il va pour tout parce que je ne joue pas aux trucs qui ne sont pas low fantasy ou qui ne sont pas Ouais. gritty. Enfin, si je joue à du contemporain et autres, mais même mon contemporain, il est gritty, etc. Je reconnais que je suis assez fermé dans les goûts que j'ai. Moi, le truc super-héros, etc., ne me tente pas. Donc, en fait, j'ai pas ce problème. Je fais pas de high fantasy, tout ça. Enfin, en tout cas, pas en tant que MJ. Mais je peux jouer en tant que joueur. En tant que MJ, ça m'intéresse pas. Mais tu vois, le système, moi, il faut qu'il puisse être simple, mais sujet à interprétation. C'est-à-dire que pour une même règle de passe d'armes, justement, un même jet avec les mêmes trucs, eh bien qu'on puisse décrire et interpréter différemment. Voilà, t'as pris tant de points de dommage ou tel point de fatigue, peu importe ce qu'on utilise,
ça peut se transcrire narrativement différemment en fonction de la passe d'armes. Et c'est là qu'on roule par terre, c'est là qu'on lâche les masses d'armes pour prendre la dague finalement. Mhm. Et si on a un système trop complexe, comme tu le disais tout à l'heure pour l'univers, on se sent trop contraint et on n'improvise plus. Et moi, ce que je conseille à beaucoup de MJ qui veulent justement passer le cap, il y a un truc, c'est assez radical, mais ça permet, quitte à après à reculer un peu, c'est de tenter, je t'assure que ça peut marcher, le jeu sans dés. Je suis pas mon truc, c'est pas mon truc préféré, mais le tester pour quelques scènes, ça peut être vraiment intéressant. Je te donne un exemple concret que j'utilisais. Les joueurs sont contre un ennemi qui est trop fort pour eux, et donc à chaque fois qu'ils essayent de le taper de manière bête et méchante, ça ne marche pas. Donc on explique de manière narrative, plutôt que de les tuer, il leur fout juste un coup dans les genoux, ils tombent par terre, ils mordent la poussière, ils leur tirent les cheveux, ils leur mettent un coup de poing dans la tronche, ils crachent leurs dents, enfin bref. Et tant qu'ils n'ont pas l'idée d'être créatifs et de dire j'attrape une pierre par terre pour lui mettre dans le genou, etc., eh bien ils vont être désavantagés. En tant qu'exercice temporaire, hein, ça permet vraiment de pousser les joueurs et les MJ à apprendre justement à interpréter ce qui se passe dans un combat et à le rendre beaucoup plus dynamique. Quitte après à repasser sur des règles, mais ça leur permet d'oublier l'aspect règle pendant un instant. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Je trouve que c'est bien, c'est super bien ce que tu dis. Écoute, je trouve ça intéressant. Je trouve aussi que ça peut même emmener le concept de play to lose. Des fois, certains personnages, certains joueurs ont de la difficulté à amener un côté peut-être où est-ce que le personnage bon, quand on a des joueurs très tactiques, eux, ils sont là pour gagner. Hein. Il y a un côté gamer, ils veulent gagner leur personnage. Et là, quand on veut driller des joueurs à plutôt amener l'aspect esthétique ou l'aspect. Là, dans le fond, on veut qu'il y ait du play to lose. Moi avec Brigandine, j'ai aucun problème avec ça. Les joueurs sont. Souvent, je vais leur poser la question, ils vont tout de suite m'emmener. Je leur pose la question d'après toi, qu'est-ce qui serait arrivé? Et ils vont déjà mettre leur personnage dans des situations précaires parce que c'est ce qui est cool dans cette situation-là. Mais ça, c'est un. Ça se développe, ce type de jeu-là. Ça se développe, ouais. J'ai un joueur qui est comme ça, c'est mon joueur le plus fidèle depuis des années, on est vraiment sur la même ligne. Et lui, il est limite maso, en fait. Donc ça tombe bien, moi je suis sadique en tant que maître du jeu, lui il est maso en tant que joueur, donc c'est Et fantastique. vous avez une relation parfaite. Ouais, n'allons pas trop sur ce terrain-là non plus, parce que ma femme va commencer à grogner. Mais, mais oui, c'est le principe, et je comprends tout à fait les joueurs parfois, alors ça demande une maturité de jeu, mais doivent trouver l'intérêt, non pas dans le fait de gagner systématiquement, même s'il faut aussi qu'il y ait de ça, mais justement parfois d'avoir été tellement roulé dans la boue et ensuite de gagner. Moi, j'adore le fait que les joueurs puissent galérer, mais comme pas possible, mais justement, quand ils s'en sortent, quand ils réussissent, quand ils gagnent, ça a plus de valeur que quand c'est épique tout le temps, en fait. C'est comme les combats. Les combats, moi, ils sont violents, mortels, très dangereux. Il y en a pas beaucoup, mais justement, quand il y en a, ils ont de la valeur. C'est pas juste, bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va combattre? Non, Ouais. c'est déjà, aujourd'hui, va-t-on combattre? C'est la première question. Quand on combat, c'est pas juste un combat comme ça. C'est vraiment dangereux. Ah, tout à fait. Ça donne de la C'est valeur. le côté très gritty de certains jeux, de la mouvance un peu Warhammer, Ouais, c'est ça. que moi, je trouve vraiment plaisante à jouer. Moi. Encore que Warhammer dans l'univers est très gritty, mais son système de base ne l'est pas du tout, parce que la mortalité d'un joueur finalement dans Ouais. le système Warhammer n'est pas vraiment présente en fait. Ouais, je vais avouer que je suis pas très. Écoute, moi j'ai joué à Warhammer V1 à l'époque où est-ce que les tables Ah oui, les espèces de tables de critique étaient absolument dégueu. Là. oui, Et, dégueu, hein, très bien, mais pour avoir un critique, il fallait avoir perdu tous tes points de blessure. Donc ouais, c'est ça. moi, Et alors, j'ai pas joué beaucoup. Là, j'ai Svyander aussi devant ah oui, les yeux et tout ça. ouais. Mais effectivement, écoute, je vais t'avouer, je suis plus. Quand je suis tombé sur Brigandine. Et là, maintenant, à un point où est-ce que je regarde Brigandine, là, je sais que l'auteur nous en a parlé qui va sortir une V2 bientôt. Et j'ai de la difficulté à imaginer mon médiéval fantastique d'une autre façon.
Ah bah, je te rejoins complètement. Moi, j'ai mis plusieurs sessions, plusieurs années à développer mon système. Et encore une fois, sans prétention, c'est que à usage personnel. Et c'est vrai que je ne m'en départis. Écoute, je pense qu'à quelque part, c'est normal. À un moment donné, avec l'expérience de jeu, on finit par savoir un peu plus ce qu'on aime et ce qu'on aime moins. Puis je pense que les mécaniques. Récemment, j'ai joué ben, en fait, le joueur qui fait pas Otto, mais Capitaine Von Backe, Mhm. Eric. Il est bon, lui. Il est très bon, lui. Hein. Alors lui, quand dans ses tirades, là, il est inspiré. Hein. Eh ben, tout à fait. Puis il va sortir bientôt une série dans laquelle je vais jouer qui s'appelle Babel. Et ce gars-là aime beaucoup la mise en scène. Je pense que il y a Ouais, ce talent-là et il aime beaucoup la mise indéniable. en scène. Et il est en train il teste certaines versions d'un système. Écoute, je pensais pas que ça se pouvait, mais lui, il le met en place. C'est une espèce d'amalgame. Il a pris le meilleur de Brigandine, les archétypes de Brigandine, que ce soit le rat, le chat, tout ça. Il a utilisé des trucs de masque, un autre Powered by the Apocalypse. Il a été chercher le système de Powered by the Apocalypse en général. Et là, il a plaqué à ça des skills. Donc, c'est un système qui est très... écoute, on dirait qu'il y a tout là-dedans. C'est un système hybride. Il l'amène... je le comprends pas encore complètement, honnêtement. Il y a des bouts que je trouve qui, bon, c'est un petit peu plus complexe, parce qu'on dirait que tu t'en vas dans une règle que tu connais, mais qui est pas celle que tu connais. Donc, on dirait que ça rentre, elle rentre moins bien. Mais lui, ça y convenait, puis c'est comme ça qu'il voulait le faire. Puis écoute, force est d'admettre que nous, on a joué certaines parties avec lui qui ont été des très bonnes parties avec son système maison. Donc, je pense qu'à quelque part, ben, c'est un peu ça l'avantage d'avoir de l'expérience un peu en jeu de rôle. Tu sais maintenant les jeux et tout ça. Mais moi, honnêtement, je trouve que c'est bien de développer ça et c'est bien de les tester et c'est bien aussi que les joueurs puissent mettre le doigt sur des choses. Ah, ça j'aime ça quand c'est de même. Et nous, c'était un des points, pour revenir à Pathfinder, c'est qu'à un moment donné, un joueur qui a fait un lutteur qui faisait des manœuvres de combat et il dit c'est tellement plate et c'est tellement pas huilé que puis c'est pas avantageux qu'en fait, je comprends tous les gens qui vont dire ben OK, je vais lui donner un coup d'épée. Au lieu de faire quelque chose qui serait plus Ouais. dynamique ou quoi que ce soit, parce que le système, en fait, pousse pas vers ça. Donc, ça Ouais. semble. Donc Rendu là, forcément, c'est assez clair. Là. pousse pas à la narration. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et moi, je suis d'accord avec ce que tu dis sur le fait que l'expérience te permet après de compiler le meilleur de ce que tu as vu. Parce qu'il faut pas se leurrer. Tu regardes les systèmes, bon, il y en a des dizaines et des dizaines, et tu retrouves des notions. C'est comme pour les créateurs de jeux de société. Et tu retrouves des notions, etc. On réinvente rarement complètement. Mais par contre, c'est après comment c'est utilisé. Pour mon système, c'est pareil. Moi, j'ai plein d'inspiration. Ça me parle ce que tu dis pour ton ami là. Pardon, j'ai oublié son nom. Eric. 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 Je Sans-froid, son surnom. Ah, puis juste pour comme ça, je te coupe, mais tu sais ce que Stephen King disait hein, à propos du plagiat? Oui, oui, absolument. Ouais. Toutes les idées originales, ben, c'est parce que Absolument. tu as oublié de qui tu les Ah avais ouais. copiées. Exactement, exactement. Et ça je souscris à ça. Et c'est vrai que moi, j'ai fait un mix de pas mal de différents systèmes. Et puis après, ça évolue. Puis on fait tester par les joueurs et on se rend compte qu'il y a un truc qu'il faut qu'on ajuste parce qu'en jeu, ça marche pas. Parce que après, il y a sur le papier, puis il y a la réalité du jeu. Et c'est vrai que ça peut faire un micmac qui, quand on en parle comme ça fait bizarre. Et en fait, en jeu, ça marche très bien. Faudra qu'on fasse une vidéo sur les systèmes. Tiens. Enfin bref. Faudrait qu'on fasse une vidéo sur les systèmes. Ben justement, je pense que je pense que c'est ce qu'on va faire. On va, et même si ça tente, on pourra inviter peut-être, parce que là, écoute, si tu t'embarques dans une polémique de système de jeu, ben il faut que Pilule Rouge soit là parce que lui, boy, c'est quelque Ouais, chose. ça marche. Ne Mais lançons pas la polémique sur les systèmes de jeu. C'est prématuré alors. c'est prématuré, voilà. Hey, moi, on va falloir qu'on mette fin à la vidéo. Effectivement, moi, j'ai des enfants à aller chercher. Ah oui, oh les enfants, c'est secondaire, allons Hey, priorité au JDR, tu le sais très bien. mais c'est mieux que ça cogne à la porte que c'est la gardienne qui me dit Monsieur, Ah,
Pas de Votre fille problème. vous demande. Oh. Allez. Mais écoute, pour mettre un petit mot de la fin, moi, écoute, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant de discuter avec toi, Lestat. Je pense Ah, qu'effectivement, c'est un point de vue intéressant. On pourrait faire un deuxième comeback à ça. On pourrait parler. Moi, je serais intéressé de savoir j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu plus justement de ton système. J'aimerais ça aussi que tu nous amènes peut-être ton univers de jeu, moi, ouais. qui m'intrigue, et on pourra peut-être encore une fois voir quelles sont les ressemblances avec Brigandine, ben, le mien, en fait, puis on pourra, je pense, jaser un petit peu plus de nos influences, peut-être d'inspiration. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, avec grand plaisir, c'était vraiment très intéressant. Je trouve que c'est un bon plan pour une prochaine. D'ailleurs, ça me permettra, je pense, d'aborder l'un des sujets que j'avais vraiment envie d'aborder avec toi, c'est, les inspirations historiques. Et Oui. je pense que si tu veux que je parle de mon univers de jeu, bah, inévitablement, je te parlerai de mes inspirations historiques et donc on pourra partager à ce sujet-là. Ça, c'est Ben, tout à fait. Puis je pense qu'on en a pour on en a pour un bon bout de temps, à mon il y a des sens. chances, ouais, il y a des chances. Bon, ben, excellent. Bon, ben, je vais dire un bye-bye à tous nos gens qui nous écoutent. Et à la prochaine! Merci, à la prochaine.